Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du mercredi 26 mai 2021. Cette semaine, on va traiter l'actualité SEO du 17 au 26. Il n'y a pas vraiment une semaine, il y a eu pas mal de ponts en mai et notamment le week-end de la Pentecôte. Donc on fait le podcast ce mercredi et j'espère pouvoir reprendre les bonnes habitudes le lundi à partir de la semaine prochaine ou la semaine suivante. Donc cette semaine, on va revenir sur Google I.O., cet événement organisé par Google où souvent on présente des nouvelles technologies, etc. Donc là, il y a eu pas mal d'annonces. On y revient très largement dans cette veille aujourd'hui. Ensuite, on ira voir la météo des SERP. Et en guise de sujet du jour, en fait, ça ne sera pas en fin d'émission, c'est au fur et à mesure des actualités. Je vais vous donner mon opinion par rapport à toutes ces annonces que moi, je vois, qu'est-ce que je capte. Bien entendu que c'est une réaction à chaud, bien entendu que ce n'est pas la vérité, bien entendu que je n'ai pas fait mes recherches, etc., etc. Donc, il faut prendre du temps pour rechercher qu'est-ce que pourraient être ces nouvelles technologies, qu'est-ce que pourraient être ces partenariats, tout ça qu'on va voir dans quelques instants. Mais voilà, j'aimerais quand même vous donner mon opinion en guise de sujet du jour et j'espère que ça vous sera utile, que ça vous donnera déjà une première opinion, même si c'est à chaud. Je pourrais changer d'avis, je vous le dirai, mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez utile, je pense, que je vous donne ma perception de chaque actualité aujourd'hui, surtout avec la première actualité qui concerne Mum, peut-être vous en avez entendu parler, qui est la nouvelle machine de guerre de Google, si j'en crois l'article d'Olivier Andrieux en tout cas. Alors commençons maintenant l'actualité SEO du 17 au 26. N'hésitez pas à vous abonner, à déclencher la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos directement sur votre téléphone ou quoi que ce soit d'autre, je sais pas, votre tablette, votre compte Google en tout cas. Et normalement, vous pourrez du coup me voir toutes les semaines comme il se doit. Alors, on commence l'actualité, on commence avec Mum, la nouvelle machine de guerre de Google, 19 mai 2021. Olivier Andrieux nous relaie une information qui est issue du Google I.O., cet événement organisé par Google, où Prabhakar Raghavan a parlé de ce Multitask Unified Model, le modèle unifié multitâche, Mum, qui est, je dirais, l'évolution de BERT et de toutes les technologies qui sont autour de l'algo Google depuis quelques mois, années, tout simplement. Et Mum, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va voir dans cet article. Il y a une explication de Prabhakar Raghavan en vidéo et quelques exemples. Donc on va décortiquer tout ça. Je vais vous donner mon opinion au fur et à mesure du temps. Alors, Mum, Multitask Unified Model. Déjà, le multitask me plaît beaucoup. Unified Model, bon, ça me parle pas trop. Je demanderai à mes amis pro algorithme. Mais multitask, déjà, me plaît beaucoup parce que derrière, j'imagine déjà tout un tas de choses ultra performantes et un fonctionnement super intéressant pour avoir une vision holistique en fait des choses. Et j'adore la vision holistique. Peut-être que certains d'entre vous le savent. Alors du coup, Mum, c'est pas encore en ligne, c'est une nouvelle version de son algorithme bercé à l'intelligence artificielle. Et du coup, ça serait 1000 fois, je dis bien 1000 fois, plus puissant que BERT. Alors BERT, remettons-nous vraiment au niveau où BERT il doit être. BERT, ça reste quand même quelque chose d'assez simple. C'est pas un truc hyper complexe. Donc 1000 fois plus puissant, là on voit bien la manœuvre de communication et on voit bien que on veut montrer les pectoraux en disant ouais, on a une technologie là qui va tout défoncer quoi. Maintenant, 1000 fois plus puissant, je vous dirais là c'est de la com, j'attends de voir. Parce que Google, d'ailleurs dans les gossips on en parle, ils disent qu'ils sont super performants, etc. Oui, ils sont super performants, bien sûr qu'ils ont des super technologies, bien sûr qu'ils font du bon travail, etc. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est ceux qui disent ouais, on arrive à détecter les PBN, c'est facile, c'est des schémas de liens, etc. Et puis aujourd'hui, John Mueller dit tout ça, et puis nous, on pourrait leur dire ouais, c'est pour ça qu'on en voit partout en fait, c'est pour ça que tout le monde en fait. C'est si facile, bien sûr, de pénaliser les PBN. Bon, c'est un peu pareil avec Mum. C'est-à-dire que là, ils nous disent ouais, c'est 1000 fois plus puissant, etc. Mais au final, j'attends quand même de voir parce que c'est comme BERT, c'est comme ce Page Experience, c'est comme ces Core Web Vitals, c'est comme tout un tas de trucs. En fait, il faut une grosse com. Et au final, pour généralement pas grand-chose au final. Donc, là-dessus, ça m'impressionne pas. Je tenais à le dire et je pense que vous ne devez pas être impressionné par ce 1000 fois plus puissant. Du coup, qu'est-ce que Mum?
Qu'est-ce que ce Multitask Unified Model? Eh bien, comme BERT, MEM est construit sur une architecture Transformer. C'est ce que nous dit Olivier Andrieux, et c'est la traduction de ce qu'a dit Prabhakar Raghavan dans sa vidéo. Il est 1000 fois plus puissant, il peut fonctionner en multitâche afin d'identifier une information de manière inédite. MEM ne se contente pas de comprendre le langage, il le génère également, ça c'est plutôt intéressant. Il est formé à 75 langues différentes et à de nombreuses tâches différentes à la fois, ce qui lui permet de développer une compréhension plus complète de l'information et de la connaissance du monde que les modèles précédents. Donc en gros, c'est un nouvel algo qui est beaucoup plus performant que les modèles précédents. Et au final, voilà, il peut comprendre le langage, il peut en générer, il peut générer son propre langage, tout ça pour faire des bonnes choses. Il est formé à plein de langues, mais en même temps, ils n'allaient pas faire que le français. Ouais, ça semble logique. Pour l'instant, rien de nouveau sous le soleil, ils font évoluer leurs algos, quoi. Ensuite, là, par contre, la deuxième partie de ce premier paragraphe est très intéressante. Et MEM est multimodal. Multimodal, c'est-à-dire qu'il comprend l'information à travers le texte et les images. Ça, bon, on travaille beaucoup avec ça depuis des années. Mais il parle d'un truc qui m'intéresse là, c'est qu'il pourra s'étendre à d'autres modalités comme la vidéo et l'audio. Et c'est vrai que la vidéo est présente dans nos vies depuis maintenant, ouais, plus d'une dizaine d'années, très concrètement, avec YouTube, et puis les réseaux sociaux, etc. L'audio, bon, là je suis plus mitigé, l'audio a toujours été là, en coulisses, on a toujours plus ou moins utilisé l'audio, mais c'est vrai que l'audio, en termes de podcasts par exemple, les podcasts, ils ont eu un moment où ils ont explosé il y a quelques années, ensuite ça a complètement chuté, personne n'en faisait, et puis là depuis 2-3 ans, ça repart. L'audio, la vidéo en tout cas, c'est vrai que souvent on dit, juste en SEO, bon, c'est pas forcément lié directement à MEM, mais on dit souvent la vidéo, l'audio, voire même l'image, il faut mettre une alternative textuelle. Il faut essayer de rendre croustillante la page qui contient la vidéo pour pouvoir comprendre de quoi parle la vidéo. Même sur YouTube, on dit de mettre des descriptions, de parler de la vidéo, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. etc. C'est pour ça qu'on a aussi un système de chapitrage et tout ça. C'est bien, c'est très très bien. Mais aujourd'hui, moi ce que j'aimerais savoir, c'est même, quand on dit qu'il est multimodal, qu'il comprend le texte, les images, et demain peut-être la vidéo et l'audio, c'est est-ce que ça va vraiment comprendre, alors j'attends pas comme le texte, mais quasiment au même niveau qu'il y a quelques années avec le texte. C'est ça que j'aimerais saisir et où je n'ai pas l'information dans cette communication parce que j'ai pas fait mes recherches et puis eux ils sont très évasifs, encore une fois c'est une manœuvre de com. Donc j'adore le côté multimodal, ça serait enfin le cas que Google puisse avec une techno saisir aussi bien le texte que l'image, que la vidéo, que l'audio, et j'espère vraiment que, comme ils disent les pilotes internes avec MEM, ça a été vraiment un enthousiasme de voir leurs résultats. Parce que ils disent qu'ils veulent améliorer tous les produits Google, pas Call Search, mais à quel niveau on est là? C'est ça que j'aimerais savoir. C'est que là, au final, on nous fait ouais, c'est 1000 fois plus puissant, etc. Ils gèrent je sais pas combien d'angles, tout ça. Très bien. Mais dans les faits, qu'est-ce que c'est? C'est quoi même? Comment ça fonctionne? Donc je vais m'enseigner là-dessus et je reviendrai vers vous, mais franchement, sur l'approche, je trouve que c'est surtout une manœuvre de com et qu'il faut évoluer les choses. On aura sans doute des petites améliorations. Voilà, au moins des petites améliorations. Je pense qu'il va beaucoup mieux comprendre en fait le texte, etc. Mais je pense pas non plus que ce soit un truc de fou furieux. BERT n'était pas un truc de fou furieux. Ça a permis des choses, mais c'était pas un truc de fou furieux pour moi. Hummingbird, pour le coup, a eu quand même beaucoup plus d'impact et RankBrain aussi. Donc c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes types d'algo, mais pour le coup, voilà, BERT et MEM sont construits sur une architecture transformer. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais savoir. Donc je vais me renseigner là-dessus. Continuons cette actualité. Google a constaté que les internautes ont besoin de 8 recherches pour accomplir des tâches complexes. Alors, par rapport à ça, je suis d'accord si c'est une moyenne, mais c'est vrai que vous tapez une définition, bon, vous suffit d'une requête ou deux pour répondre à votre question. Vous voulez faire le puriste, vous voulez aller très très loin, ça peut prendre, je sais pas combien de recherches, 50, 100, 150, avant de trouver quelque chose, peut-être parfois. Bon, c'est très rare quand même. Hein. Mais 8 recherches moyennes, et derrière ils me sortent, même va pouvoir répondre à ce genre de requête. Et là je vous cite la requête. J'ai fait une randonnée sur le mont Adam,
et je veux faire une randonnée sur le mont Fuji l'automne prochain. Que dois-je faire différemment pour me préparer? Vous vous rendez compte de la complexité de cette requête? Il y a deux complexités pour moi, il y a deux axes. Un, c'est je prends les notions autour du mont Adam et du fait de faire une randonnée, je prends les notions autour du mont Fuji à l'automne prochain et je fais le récapitulatif de ce qu'il faut emmener, etc. Je compare les deux, mont Adam, mont Fuji, éventuellement les époques, et du coup je dis c'est quoi la différence. Je pense que Google, en termes de techno, alors c'est déjà super complexe de sortir ça, mais je pense que Google est capable de faire ce genre de choses. C'est vraiment ce premier axe de répondre, je dois emmener des choses pour le mont Adam, je dois emmener des choses pour le mont Fuji. C'est quoi la différence entre les deux? Je pense que c'est comme en fait des intersections mathématiques. C'est-à-dire que vous avez un cercle avec plein de notions dedans, etc., des choses à emmener bidule. De l'autre côté, vous avez d'autres notions. On va les faire se rejoindre. Vous avez des choses en commun, vous avez des choses qui sont exclusives au mont Fuji, des choses qui sont exclusives au mont Adam. Et puis, Google va pouvoir essayer de montrer, en fait, qu'est-ce qui est exclusif à le mont Fuji par rapport au mont Adam. Mais j'ai quand même un deuxième axe. C'est-à-dire que là, c'est le premier axe où je le prends simplement et je me dis, je tape une requête lambda, tu vas me prendre les notions du mont Adam, tu vas me prendre les monts Fuji, tu fais une intersection mathématique et puis basta. Ça, je pense qu'ils peuvent y arriver si effectivement le truc comprend mieux le monde, etc. etc. Mais il y a un deuxième axe qui m'embête. Le deuxième axe, c'est dans la requête, il y a quand même j'ai fait une randonnée. Et ensuite, c'est je veux faire une randonnée. Donc il y a du passé versus du futur, et surtout, c'est presque personnalisable. C'est-à-dire que ça peut être une personne, admettons moi Thomas Cubel, qui va taper « j'ai fait une randonnée sur le mont Adam ». Et moi, ce que j'aimerais savoir là, c'est même, qu'est-ce qu'on va lui plugger comme info pour qu'il fasse son travail? Parce que pour le coup, j'ai fait une randonnée sur le mont Adam, ça signifie quoi? Ça signifie que Google, tu vas devoir regarder mes recherches historiques, tu vas regarder mon compte Google, tu vas regarder ce que je fais avec mon téléphone, avec je sais pas combien de périphériques ou je ne sais quoi pour comment expliquer ça, récupérer mes informations sur le mont Adam pour déterminer ce que je dois emmener sur le mont Fuji. Est-ce que c'est ultra personnalisé? C'est ça ma question. Parce que là, il y a une question de données. Il faut récupérer des données de certaines personnes. Il faut personnaliser pour cette personne qui a fait une expérience unique sur le mont Adam. Donc, personnellement, je pense que le deuxième axe est beaucoup plus complexe à mettre en place, surtout que ça serait gourmand en ressources. Mais c'est vrai que dans l'idéal, en fait, ça serait vraiment ça qu'il faudrait faire. Vraiment, si je suis idéaliste, je me dis, chaque requête est unique, chaque personne est unique, chaque personne a fait sa randonnée sur le mont Adam, etc., avec son packaging, sa morphologie, etc. Et derrière, je vais aller sur mon Fuji, je vais lui donner les réponses pour son profil, sa morphologie, etc., son budget ou je ne sais quoi. Donc il est vrai qu'il y a une histoire de catégorisation des gens qui pourrait franchement intervenir ici. Donc même d'après ce qui est dit dans le premier paragraphe de cet article, et là plus pour comprendre le langage en général, etc. Donc je pense que c'est comme BERT, ça va pas être du personnalisé, on est plutôt sur l'axe 1 du coup. Mais c'est vrai que j'aurais vraiment une surprise à me dire, ça pourrait être l'axe 2 dans le futur. Donc à voir. Encore une fois, là c'est très ambigu. C'est impressionnant dans tous les cas. Hein. J'ai fait une randonnée sur le mont Adam, je veux faire une randonnée sur mon Fuji automne prochain. Que dois-je faire différemment pour me préparer? C'est pas si simple comme intention de recherche, comme le dit Olivier Andrieux, juste en dessous. Donc, ça serait cool que même répondre à ça. Maintenant, vous le savez, tout ça c'est de la théorie, tout ça c'est de la com. Entre présenter un exemple pour convaincre et montrer réellement comment ça fonctionne avec une multitude de requêtes, il y a quand même un monde. C'est comme GPT-3 là. GPT-3, ouais, on vous montre des super exemples, etc. Machin, et puis quand vous testez, finalement, c'est correct, mais c'est pas non plus fou, surtout sur des sujets complexes. Donc, j'attends de voir. En gros, c'est du test and learn. Et donc, dernière partie de cet article. Dans les mois et les années à venir, nous apporterons à nos produits des fonctionnalités et des améliorations liées à la technologie MEM. Bien que nous n'en soyons qu'au début de l'exploration de MEM, il s'agit d'une étape importante vers un avenir où Google pourra comprendre toutes les différentes façons dont les gens communiquent et interprètent naturellement les informations. Et là, ça fait peur, comme dit Olivier Andrieux, et franchement, je me suis dit la même chose, même que j'avais pas lu sa phrase.
j'ai l'impression vraiment de retrouver le Google qui veut redevenir maître du monde et qui veut se mettre en sauveur ou je ne sais quoi, mais au détriment, quand on regarde en fait le revers de la médaille, des données, de la RGPD ou de ce que vous voulez, quoi. Donc, la vie privée, je sais pas, mais je le sens pas. Mais encore une fois, hein, je me suis pas renseigné sur le produit. Est-ce que je vais trouver des choses? Peut-être pas, j'en sais rien. Burt, autant on peut trouver, autant vous avez des algos, on trouve rien, quoi. Donc, je vais me renseigner. Pour le moment, je pense que c'est surtout un pétard énorme, gros, qu'on veut montrer. Et quand on l'allume, bah, il est un peu mouillé et il n'a pas l'effet escompté, quoi. Donc, un pétard mouillé. On verra. Pour l'instant, je pense que ça peut aider Google à avancer. Maintenant, je pense que c'est surtout de la com. Donc voilà pour cette première actualité. Vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps dessus, hein, mais c'est quand même à surveiller ce truc-là. Parce que ça peut quand même faire bouger les SERP. Et je pense que ça peut changer un peu notre vision du moteur de recherche demain. On passe à l'autre actualité, là je vais aller un peu plus vite. About this result, plus d'infos sur les liens prochainement dans les SERP, 19 mai 2021. Donc About this result, on en avait déjà parlé dans le podcast. Hein. C'est cette fonctionnalité que vous retrouvez essentiellement sur mobile, où lorsque vous cliquez sur les trois petits points à côté d'un résultat, eh bien vous pouvez avoir des informations concernant le site qui édite cette page et du coup le résultat. On peut savoir à quoi ça fait référence. Si par exemple il y a une page Wikipédia de disponible, on va pouvoir afficher quelle est cette source, voilà, de quoi elle parle, elle est spécialisée dans quoi. On va aussi expliquer si le site est sécurisé ou non. On va essayer d'expliquer aussi si c'est un résultat sponsorisé, un résultat naturel ou quoi que ce soit d'autre. Bref, c'est une fonctionnalité qui permet de lutter contre les fake news pour moi, qui permet de sourcer, de voir si c'est vraiment les sources la plupart du temps ou si c'est du relais et peut-être même aller sur des rubriques genre conspirationnistes et tout. Je pense que c'est pour éclaircir un peu tout le tableau noir de ce qu'il y a eu l'année dernière avec la Covid, très concrètement. Voilà pour About This Result, qui va du coup pas tarder à sortir en anglais et qui devrait pas trop tarder à sortir en français. Pour l'instant, ça commence en tout cas sur les requêtes en anglais. Ça va être lancé dans les semaines à venir. Google et Shopify signent un partenariat. C'est sorti le 20 mai 2021. Donc Google a annoncé l'étendue de son partenariat avec la plateforme Shopify pour permettre aux 1,7 million de marchands utilisant cet outil de proposer leurs produits sur Google de façon plus efficace dans le cadre du Shopping Graph de la firme de Mountain View, donc de Google. Donc ça a été annoncé également lors de l'événement Google I/O. Et du coup, très concrètement, voilà, vous voyez le Knowledge Graph, imaginez la même chose mais en Shopping Graph du coup. Eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir, avec sans doute Shopify, faire certaines choses plus efficacement, peut-être plugger Shopify et Google ensemble ou certains produits Google pour pouvoir bénéficier d'un meilleur référencement ou des choses comme ça. Quand je dis référencement, c'est faire en sorte que vos produits soient référencés, vraiment l'action de référencer dans ce Shopping Graph et que Google puisse faire des agrégations de certains produits ensemble lorsque c'est la même chose ou autre. Ça permet d'éviter des doublons, ça permet d'avoir plus de transparence avec les produits, les prix, les sites des gens, etc. Parce qu'on le sait, Shopify est quand même vachement utilisé aujourd'hui. Donc voilà, pour ceux qui utilisent Shopify, ça peut être intéressant. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas non plus un SEO de fou furieux, mais voilà, c'est toujours utile de voir que Google signe des partenariats. On continue, Google prend en compte les balises de données structurées sur les moments clés des vidéos, c'est sorti le 21 mai 2021. Si vous avez des vidéos, vous avez la possibilité depuis un certain moment maintenant de mettre des chapitrages, de mettre des espèces de moments clés. Et bien maintenant vous pouvez les mettre en données structurées, alors vous pouvez entre guillemets déjà les mettre, mais maintenant c'est supporté sans aucun problème et vous pouvez du coup générer tout ça automatiquement avec des outils qui génèrent ce type de données structurées. En tout cas, voilà, il prend désormais en compte les balises de données structurées de type clip et l'affichage des moments clés, donc ça c'est super. On continue avec une infographie relayée par Olivier Andrieux aussi, point indispensable pour le SEO sur Amazon. Je vous ai déjà dit que le SEO, c'était pas simplement sur Google, c'est sur Bing, c'est sur les moteurs de recherche généralistes, mais aussi sur les spécialisés.
et c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc vous pouvez utiliser vos compétences SEO pour aller sur des marketplaces, pour aller sur des moteurs de recherche internes, à certains sites populaires, pour générer du trafic, etc. ou vendre un produit ou quoi que ce soit d'autre. Et Amazon, du coup, est dans ce lot-là, et Amazon a un gros moteur de recherche, il y a même des outils qui permettent de faire de la recherche de mots-clés sur Amazon, de regarder les volumes, de regarder combien ça pourrait se vendre, les marges, etc. Donc comment booster son SEO sur Amazon? C'est une infographie de Brio d'Internet qui nous parle des essentiels concernant l'optimisation pour les moteurs de recherche, mais surtout le moteur de recherche d'Amazon. Donc tout d'abord, petit 1, le titre, 2, les descriptions, 3, les mots-clés, 4, les visuels, 5, le prix, 6, les notes et avis. Bref, tout ce dont vous avez à votre disposition sur Amazon pour pouvoir créer votre fiche produit. Il faut s'atteler à faire un truc de malade sur chaque formulaire pour pouvoir attirer l'œil, pour pouvoir mettre le bon mot-clé au bon endroit, pour pouvoir expliquer de quoi ça parle, etc. pour que le moteur Amazon puisse remonter au mieux votre fiche produit. Et derrière, si vous boostez tout ça avec des super avis, vous avez plein de commandes, vous êtes populaire, vous faites une super boutique avec des super produits, tout ça, vous vous différenciez, ça va vous faire remonter au fur et à mesure du temps. Et si vous faites de la com en dehors de Amazon, eh bien vous pouvez espérer faire du coup plus d'avis, plus de ventes, etc. Et ça peut vous permettre de monter de plus en plus haut et d'être dans les tops Amazon et du coup d'avoir plus d'argent. Voilà, tout simplement. J'ai récapitulé en 5 minutes ce que c'était Amazon. Goosips de la semaine, c'est sorti hier, 25 mai 2021. Goosips Core Web Vitals, PBN, MUM et HTTP2. Core Web Vitals, alors là, bon, il y a plein de nouvelles qui sont complètement contradictoires. La semaine qui vient de s'écouler a proposé sa motion habituelle des infos sur le projet Core Web Vitals Page Experience. C'est pas toujours très précise selon Olivier Andrieux et je suis d'accord avec lui. Tout d'abord, Jeffrey José de Google a indiqué lors de Google I/O que ce critère ne s'appliquerait pas uniquement au mobile, mais également aux résultats du moteur sur desktop. Donc ça veut dire que ça va impacter le mobile et le desktop Core Web Vitals. John Mueller a également expliqué lors d'un hangout que les algorithmes pouvaient regrouper certaines pages similaires afin de leur donner une note commune si certaines datas manquaient pour l'une ou l'autre d'entre elles. Donc ça peut être intéressant pour éviter d'avoir à faire chaque page et attendre longtemps chaque page. Au Google I/O, un Googler a indiqué qu'il n'est pas nécessaire d'avoir les 3 bons scores LCP, FID, CLS pour obtenir un meilleur classement et qu'une fois que vous avez atteint le niveau bon, vous n'avez pas besoin d'essayer d'obtenir un score plus élevé pour être encore mieux classé. Soit vous êtes sous la fourchette indiquée, soit vous êtes au-dessus. Ça, c'est plutôt pas mal, mais on s'en doutait. Donc voilà, bon, pas grand-chose à dire, hein, mais ça donne toujours des précisions et des confirmations. On continue, et c'est là où ça m'a fait bien rire. PBN, John Mueller a expliqué sur Twitter que les PBN, Private Block Network, étaient assez évidents à détecter. Il n'y a rien de nouveau à leur sujet, ce sont juste des schémas de liens comme d'autres l'ont été pendant de nombreuses années. Google répond à ce type de pratiques de diverses manières algorithmiques et manuelles. Nous avons beaucoup de pratiques et une grande partie est entièrement automatisée. Que dire à ce sujet? Je suis tellement lassé d'entendre ces choses-là. Alors déjà, la première chose, John, tu enfonces des portes ouvertes en fait. Tout ça, tu le rabats. J'ai l'impression d'entendre Matt Cutts en fait dans ses vidéos il y a quelques années qui dit oh mais ne vous en faites pas, tout ça Google gère. Et si vous respectez les standards et si vous respectez les guidelines Google, tout devrait bien se passer pour vous. Voilà, c'est un petit peu ce genre de communication merdique, Google très corporate, trop corporate, qui sont absolument pas du tout représentatives de la réalité. Oui, vous détectez beaucoup de réseaux de sites. Oui, vous détectez des schémas de liens simples et même complexes. Oui, vous détectez beaucoup de spam. Oui, vous faites beaucoup de choses de manière algorithmique et aussi beaucoup d'actions manuelles. J'ai pas de problème avec ça. Maintenant, nous avons beaucoup de pratiques et une grande partie est entièrement automatisée et surtout, ce qui m'a fait bondir, était assez évident à détecter. Mais alors, comment vous faites pour ne pas détecter en fait tous les PBN qu'on voit sur les premières pages Google? Parce que bon, on est d'accord qu'il y a des sites, c'est pas forcément des réseaux, tout ça machin, mais les PBN, ça pullule. Vraiment, hein, je l'ai déjà dit, hein, mais il y a eu ce qu'on appelait la fête du slip, avant les années pingouins, où là, très concrètement, les gens faisaient des tas de réseaux de sites, s'amusaient avec les liens, etc. On avait des tonnes de sites, d'annuaires, de LinkedIn, machin. On a eu le nofollow qui a changé un peu la donne avec le PageRank sculpting, machin. Et puis bon, c'était une hola pour ne pas se faire pénaliser, machin. Et puis après, il y a eu Pingouin. Pingouin, ça a calmé tout le monde.
parce que très sévère, parce que ça sort pas tout le temps, quoi, ça sort pas tous les jours, hein, ça sort tous les 6 mois, 1 an, voire 2 ans pour certains. Et du coup, bah, tu te fais pénaliser, tu dois attendre en fait la prochaine mise à jour de Penguin. Ou limite, tu remontes un site. Ou sinon, bon, il y avait quelques techniques à faire des redirections, ou pas d'ailleurs, pour donner voilà, à un autre site le jus bon, mais pas la pénalité. Bon, il y a certaines personnes qui s'amusaient à ça. Mais tout le monde s'est calmé en gros. À l'époque Penguin. Après Penguin, on a commencé à apprivoiser un peu la bête. On s'est dit, bon, ouais, c'est un peu sur les angles, c'est un peu sur les optimisations. Faut faire attention à pas trop faire de liens réciproques, des choses comme ça. Très bien. Très bien, très très bien. Mais là, depuis 3 ans, 5 ans, c'est le bordel. Enfin, je suis désolé, depuis 5 ans, il y a les PBN, ça pullule. Il y a des packages pour acheter ces PBN. Il y a des link wheels. Il y a de la bouillie qui se positionne sur Google. Alors là, c'est pas Penguin, c'est pas le lien, mais... Enfin, sans déconner, vous les voyez pas les PBN là? Je suis désolé, mais... Comment, toi, Google, grand méchant loup des PBN, tu peux te dire, les PBN, c'est assez évident à détecter. Waouh! Et puis derrière, nous avons beaucoup de pratiques et une grande partie est entièrement automatisée. Waouh! Bah écoute, continue, hein. Continue comme ça, parce que franchement, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'éclatent. Hein. Moi, j'ai pas de PBN, mais pour le coup, j'en connais beaucoup qui s'éclatent. Bon, continuons. Mum, Danny Sullivan a expliqué sur Twitter que l'algorithme Mum n'était pas encore intégré au système d'analyse des requêtes Google, mais que quand ça sera le cas, il y aura une communication officielle à ce sujet. Encore heureux. HTTP2, John Mueller a indiqué lors d'événements Google I/O que désormais Googlebot crawlait plus d'une URL sur 2 au protocole HTTP2, ce qui signifie que il y a une meilleure gestion du budget crawl sur les sites explorés. Ok, très bien. Merci Google, merci beaucoup pour ces annonces. Bon, ça c'était l'actualité SEO du coup autour du Google I/O, de cet événement Google qui a fait pas mal d'annonces, ou pas. Pour moi, ce qui est surtout à retenir, c'est Mum et About This Result. Le reste, encore, je trouve pas ça... Peut-être, ouais, cette news-là, et encore... Ouais, les vidéos, franchement, personne s'y met. Mum et About This Result, Mum pour la technologie, j'attends de voir. Ça pourrait être très très ambitieux, mais je sens que c'est un pétard mouillé. Communication. About This Result, ça peut quand même indiquer à certaines personnes que ce site est potentiellement sécurisé, pas sécurisé, que c'est un site pas fiable ou fiable, des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui va être ajouté là-dedans et comment ça va être généré? Ça peut quand même baisser un peu le CTR, encore que il faudrait quand même voir si les gens utilisent les 3 petits points pour regarder ce résultat. Donc, à voir. De mon côté, je vous ai sorti la review d'un outil qui s'appelle SiteChecker. SiteChecker, c'est un outil, une plateforme tout en un. Vous connaissez peut-être l'extension Chrome qui permet de scanner n'importe quelle page. Là, bah, il y a l'extension Chrome, mais à côté, c'est une app. Et du coup, vous avez une partie avec un mode projet où vous allez indiquer via un onboarding, un nom de domaine, vous allez mettre vos mots-clés, etc. Vous allez faire du suivi en fait de l'analyse SEO, de l'audit, etc. de vos sites. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et de l'autre côté, vous avez des outils à la demande où tout simplement, voilà, vous rentrez dans l'outil, vous tapez un nom de domaine à la volée, même vos concurrents et tout, et vous avez des infos en direct par rapport à tel ou tel domaine. Donc là, je vous ai fait la review, elle est disponible sur thomascubel.com. Je vous parle de la présentation de l'outil, de la prise en main, des différentes fonctionnalités dont je viens de parler d'ailleurs, outils de surveillance régulière, outils de contrôle de la demande, extension Chrome, support, communauté, offre, prix, avantages, inconvénients et surtout mon opinion, mon avis par rapport à cet outil. Vous avez également une vidéo qui est sortie qui dure 40 minutes et où je fais le tour de toute l'application. Donc juste pour vous dire rapidement, donc SiteChecker, moi je pense que pour tous les débutants, pour toutes les personnes qui n'ont pas de budget, c'est un très bon outil. Ça permet de faire ses premières armes en SEO, même pour les notions avancées. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des petits guides, des petites ressources qui sont disponibles dans chaque outil. Donc pour le coup, vous avez quand même un cours théorique SEO à côté de ce que vous voyez au niveau des informations. Et ça permet de rentrer la mécanique des outils et du coup des notions, des connaissances par rapport à telle ou telle fonctionnalité dans votre tête. Maintenant, voilà, ça reste un outil pour les débutants à, disons, personnes avancées en SEO. Pour les puristes, vous allez pouvoir trouver certaines choses assez intéressantes, pouvoir avoir des rapports plutôt intéressants, ça va pouvoir vous mâcher le travail, mais il y aura peut-être quelques petites choses qui vont pas vous aider. Donc,
vous irez sans doute sur des logiciels beaucoup plus précis à des moments. Maintenant, voilà, c'est un outil complémentaire pour moi dans tous les cas, et ça peut être vraiment un bon outil pour les personnes qui démarrent. Donc voilà pour SideShaker, et on finit du coup cette émission avec SEMrush Sensor, la météo des SERP. Il y a eu beaucoup de volatilité, alors autant les dernières semaines, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, moi j'ai pas spécialement été impacté, hein. Même celle-là là, il y a quelques jours qui montait dans le rouge sur SEMrush Sensor, j'ai pas spécialement été impacté. Par contre, c'est vrai que les dernières semaines, je vous avais dit, bon, il y a des mouvements, mais c'est pas non plus euphorique. Apparemment, ça serait des petites mises à jour, donc comme d'habitude, machine learning, tout ça machin. Et il y aurait eu un rollback par rapport donc à la mise à jour du 1er mai. Donc ça revient quand même assez souvent dans les discussions. Pour les derniers jours, donc on est monté le 20 mai au niveau orange, 23 mai niveau rouge de SEMrush Sensor, beaucoup de volatilité. Il y a des gens qui ont créé des topics sur des forums, il y a des gens qui en ont parlé directement là pour le 22-23 mai d'une mise à jour assez importante. Il y a des fonctionnalités en fait qui ont été activées et désactivées sur certaines pages. Il y a des résultats du coup qui ont changé de positionnement également en même temps. Et du coup ça a déclenché une certaine volatilité. C'est sur desktop, là, sur mobile, c'est aussi la même chose. Et si vous allez sur des outils comme Systrix ou autres, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de mouvements. Maintenant, j'ai regardé sur les topics, j'ai regardé ce qui se disait sur Twitter, et très concrètement, les gens parlent un peu de backlink, mais c'est pas encore avéré. Pareil, par rapport à la qualité du site, qualité des contenus, réponse à l'intention, on est plus là-dessus que backlink et qualité. C'est-à-dire, on n'est pas sur quelque chose anti-spam. Plus que ça, on est plutôt sur est-ce que ça répond à la question et changement d'apparence des SERP, fonctionnalités, etc. Donc, je pense que c'est ça qui a déclenché éventuellement la volatilité. J'ai pas creusé plus que ça, mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas impacté. Avec mes clients, vraiment, il n'y a rien du tout. Et vous connaissez ma vision par rapport au SEO. Je suis plutôt, bon, j'aime pas ces termes, mais white hat. Je suis plutôt du genre à voilà, préparer mon plan, faire une belle stratégie, tout ça, faire les choses dans les règles de l'art, en fonction des standards du web, etc. etc. J'ai pas de problème. Donc, voilà, je vous dirais, ceux qui ont eu des problèmes, c'est sans doute des personnes qui ne sont pas de ma vision, ou qui vont vers le borderline, ou voire même après la ligne, quoi. Donc, à voir. À voir, je vous tiens au courant, c'est encore récent, mais en tout cas gros pic. Gros pic et partout. Hein. Algorou, Rank Ranger, Ranks, etc. Tout a bougé, hein, très concrètement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse avec du coup la page Tipeee. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires pour soutenir le projet Tipeee de démocratiser le métier de SEO. N'hésitez pas à laisser des tips, des pourboires sur cette page pour me remercier de tout ce que je fais. Et puis on se retrouve du coup, j'espère, lundi prochain pour le podcast de cette semaine. Il n'y aura pas forcément beaucoup d'actualités. J'essaierai de mettre un sujet du jour et de revenir du coup sur ces espèces de hausses et sur Mum. Je vais essayer de faire des recherches ces prochains jours. En tout cas, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis lundi prochain. Ciao ciao, bye bye.